Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Le Genius Act, une loi géniale selon le président américain, est peut-être un cauchemar pour la finance européenne. Promulguée en juillet 2025 par la Maison-Blanche, cette loi est censée encadrer les stablecoins. Ce sont des crypto-monnaies ou des crypto-actifs rattachés à une valeur sûre, par exemple le dollar. Le problème, c'est que le Genius Act marque l'avance justement des États-Unis dans ce domaine face à une Europe qui tarde à créer son euro numérique. Alors, quel est le contenu de la loi américaine ? Quels impacts sur la finance européenne ? Eh bien, des réponses avec mes deux invités. Faustine Fleuret, directrice des affaires publiques de Morpho, une plateforme de prêt en crypto, fondatrice et ex-présidente de l'Association pour le développement des actifs numériques, et Frédéric Lacroix, avocat associé au cabinet Clifford Chance, en charge des services financiers. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de regarder une petite infographie qui a été concoctée par nos amis de France 3, qui nous présente ce qu'est un crypto actif, et ensuite on verra le rapport avec le stablecoin. On regarde. Comment fonctionne une crypto-monnaie ? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de la première et de la plus célèbre d'entre elles, le Bitcoin. Une monnaie entièrement digitale créée en 2009 avec notamment un objectif, s'affranchir des États. L'euro ou le dollar sont deux devises reliées à une banque centrale chargée de les contrôler et de battre monnaie. Le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies sont basées sur un autre modèle. Pas de banque centrale, pas d'État, pas de pièces ni de billets. Une monnaie indépendante, mais particulièrement volatile. Alors, est-ce que justement, le stablecoin, c'est pas le mariage des deux, l'ancienne monnaie et la technologie ? Alors, les stablecoins sont effectivement une sorte de crypto-monnaie au sens où le support technologique est le même, c'est-à-dire c'est émis sur des blockchains et ça circule sur des blockchains. Et c'est vraiment l'intérêt derrière cette nouvelle représentation en fait de la monnaie. On a eu les billets et les pièces, on a eu les représentations dans les livres des banques de la monnaie. En fait, tout simplement, le stablecoin, c'est une évolution, une nouvelle forme de dématérialisation de la monnaie. Par contre, ce qui n'est pas pareil et par rapport à ce qui a été présenté dans le sujet, comme son nom le suppose, un stablecoin représente une valeur stable. Donc, on n'a pas du tout la volatilité qu'on peut avoir sur les crypto-monnaies. Frédéric Lacroix, votre définition du stablecoin ? Alors, je crois qu'effectivement, il y a une définition juridique, mais je ne vais pas rentrer dans cette définition parce que ça va ennuyer tout le monde. En revanche, je pense que ce qui est important, c'est faire la comparaison par rapport au Bitcoin. Ouais. Le Bitcoin, c'est juste une inscription numérique, une représentation numérique, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. C'est-à-dire que si plus personne n'en veut, vous n'avez rien, même pas une représentation physique comme avec une pièce de monnaie, ou au moins à titre historique, vous garderiez dans votre poche une pièce de monnaie. Le stablecoin, alors c'est pas tout à fait pareil, ça ressemble, mais c'est adossé à une réserve d'actifs qui va assurer la valeur stable sur le long terme du stablecoin. Donc c'est ça, je dirais, la grosse différence et qui doit être retenue. Et là, les États-Unis ont décidé de légiférer. Le président Trump a décidé de légiférer. Et on va l'écouter, c'était en juillet 2025. Et il annonce cette fameuse création de la loi Genius Act, qui signifie en gros établir un cadre innovant pour les stablecoins. On l'écoute. Et avec la signature d'aujourd'hui, nous nous engageons plus encore vers cette passionnante nouvelle frontière. Comme je l'avais promis l'année dernière, le Genius Act crée un cadre réglementaire clair et simple pour établir et libérer l'immense potentiel des stablecoins adossés au dollar. Cela pourrait être la plus grande révolution dans le domaine des technologies financières depuis la naissance même d'Internet. Beaucoup de gens le disent. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Si vous dites oui, je dis oui. Alors, Frédéric Lacroix, qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans cette loi Genius Act américaine ? Alors, cette loi vise, comme le disait le président Trump, à établir un cadre juridique clair, simple à comprendre,
pour l'émission de stablecoin. Donc il y a, je pense, un certain nombre d'éléments assez importants. La première, c'est de définir ce qu'est le stablecoin. Comme on l'a dit, c'est un actif numérique qui est adossé à une réserve. Donc il y a l'encadrement de cette réserve qui doit être constitué d'un certain nombre d'actifs très solides. En fait, généralement du dépôt bancaire, ça peut être des bons du trésor américain en particulier. C'est surtout l'émetteur doit s'engager à rembourser ce stablecoin en monnaie sonnante et trébuchante pour une parité qui est fixée dès l'origine. Donc il n'y a pas ce phénomène de fluctuation que l'on peut avoir. C'est-à-dire que comme une obligation, quand vous achetez une obligation sur les marchés financiers, vous allez être remboursé à la fin du montant, de la valeur nominale de l'obligation. C'est ce que le stablecoin est censé représenter, en fait donner comme droit aux porteurs. Et donc ça, c'est ce que le Genius Act dit en fait et impose à l'émetteur. Ensuite, je dirais ce qui est important également, c'est que l'émetteur va être encadré en réalité. C'est n'importe qui ne peut pas émettre un stablecoin. Dans le contexte du Genius Act. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un agrément, une autorisation qui va être donnée par les autorités américaines pour émettre du stablecoin. Donc il est clair, les émetteurs de stablecoin sont des acteurs privés. Alors effectivement, quand on parle de stablecoin, on parle de monnaies qui sont développées par des entreprises privées. Et ce que le Genius Act fait, comme l'a dit Frédéric, c'est d'imposer des règles à ces émetteurs. Aujourd'hui, un émetteur de stablecoin aux États-Unis, avec Genius Act, ça peut être un établissement bancaire et financier classique, mais aussi de façon plus importante, ce qui s'appelle une non-banque, c'est-à-dire un nouvel acteur. Ça, c'est très important parce que ça marque une première différence avec le cadre que l'on a mis en place au niveau européen. Classiques. Alors, c'est possible, et on ne ferme pas du tout la voie à ce monde traditionnel qui peut se saisir de ces nouvelles opportunités. Pas les États. Attention, je pense qu'effectivement, comme le dit Faustine, ce qui est très important, c'est que on doit faire une claire distinction entre la monnaie numérique de banque centrale, donc qui est émise en fait par un État ou une banque centrale affiliée à l'État en réalité, donc une autorité officielle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la monnaie officielle, qui peut et qui va servir d'adossement, de valeur de référence pour l'adossement du stablecoin lui-même. Mais en revanche, le stablecoin, alors les autorités sur toute la planète détestent ce terme, c'est une monnaie privée. D'accord. C'est-à-dire c'est un émetteur privé qui l'émet. Et on est d'accord, Faustine Fleuret, que les plus gros émetteurs de stablecoin aujourd'hui ne sont pas des banques. Alors aujourd'hui, si on prend les principaux stablecoins qui sont des stablecoins dollars, parce qu'il existe aussi des stablecoins euros, mais ils sont beaucoup moins importants, effectivement, ce sont des émetteurs privés, c'est Circle, c'est Tether, si on doit donner quelques noms. Et américains. Et américains, qui plus est. Et pour réagir, pour faire le parallèle, ce Genius Act rentre dans une stratégie beaucoup plus globale des États-Unis aujourd'hui pour pousser l'innovation crypto, ce qui n'était pas forcément le cas sous l'administration Biden. Et un des corollaires à ce Genius Act, c'est aussi l'interdiction d'émettre pour la Fed un dollar numérique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de confier aux acteurs privés. C'est ce qu'il a signé. C'est une nouvelle, tout à fait. Dès janvier 2025, quand il est arrivé, il a signé un executive order, un décret interdisant à la Fed de proposer une monnaie numérique. Et donc ça, c'est aussi extrêmement important de le souligner, parce que c'est une approche totalement orthogonale à ce qui a été pris en Europe. Donc aujourd'hui, les États-Unis font confiance à leur secteur privé pour développer ces nouveaux outils qui vont être extrêmement importants pour le développement de ce nouveau système financier grâce aux technologies blockchain. Parce que tout simplement, le stablecoin, en fait, c'est le nouveau carburant de ces services financiers. Avant, il y avait le dollar, l'euro dématérialisé qui permettait de rendre des services bancaires et financiers d'une certaine façon. Aujourd'hui, avec les blockchains, on peut les rendre de façon plus efficiente et c'est pour ça tout l'intérêt d'avoir ces représentations de dollars principalement, parce qu'aujourd'hui, c'est une hégémonie du dollar, malheureusement, encore dans ce nouvel 90% des stablecoins sont en dollars. Tout à fait, même plus. Avec, et dans les blockchains, et dans un très petit nombre de blockchains, c'est Ethereum en particulier, qui est vraiment la première blockchain qui est utilisée pour ces stablecoins. Et il y a un objectif politique, je veux dire, une arrière-pensée politique en se disant, du coup, le monde va continuer à acheter des bons du trésor, du dollar américain
pour assouvir le besoin de déficit et de dette américaine. En tout cas, tout l'indique dans à la fois le nom de la Vous êtes stratégie américaine, puisqu'on parle du leadership américain dans la finance digitale, et dans le nom même de la réglementation des stablecoins américaines, qui est de guider et d'établir l'innovation. Le G, c'est guiding. Guiding and establishing national innovation in US stablecoin. Donc oui, l'intention est vraiment très claire, c'est que cette réglementation doit promouvoir l'innovation, parce que au demeurant, quand il n'existait pas cette réglementation, c'était un environnement extrêmement inconfortable pour les entreprises qui ne savaient pas trop sur quel pied danser. C'est-à-dire que sans réglementation, on ne sait pas dans quoi on navigue, et souvent il y a des régulateurs qui pouvaient rattraper... Oui, mais puisqu'il est adossé à une monnaie sûre. Oui, mais l'actif numérique lui-même, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la monnaie, on sait ce que c'est. Il y a une définition légale. En revanche, le stablecoin, il n'y en a pas. Donc ils avaient besoin d'encadrer. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment l'approche. Aujourd'hui, comme on le disait, les plus grands émetteurs de stablecoin sont américains, et ils étaient dans un vide juridique. Donc, en comparaison et dans une approche extraterritoriale de la réglementation américaine, ça pose un sujet. C'est-à-dire que ces stablecoins peuvent être captés, et comme aujourd'hui, ça a été le cas avec Circle pour son Eurocoin, Circle a été obligé de se soumettre à la réglementation européenne pour pouvoir continuer d'émettre son stablecoin euro. Pas le US. Et donc, mais ça peut arriver si les réglementations dans d'autres pays imposent finalement une réglementation particulière qui chasse finalement l'absence de réglementation aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cette réglementation américaine va pouvoir servir de vecteur finalement extraterritorial pour asseoir d'une certaine façon l'hégémonie américaine en matière... Et siphonner les monnaies des autres. Et même renforcer, parce qu'en fait, l'hégémonie du dollar, elle existait même avant l'établissement de Genius Act. Donc, en fait, c'est même la consacrer et la placer dans un cadre sûr, et donc renforcer cette utilisation aujourd'hui des stablecoins dollars, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis peuvent se vanter d'avoir un cadre qui est protecteur, qui permet la lutte contre la criminalité financière. Donc, là où l'adoption pouvait peut-être être freinée à certains endroits, et c'était l'avantage de l'Europe jusqu'à il y a peu, parce que ce cadre réglementaire existait en Europe, mais il n'existait pas aux États-Unis. Aujourd'hui, les conditions sont totalement changées. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de e-dollar adossé à la Fed? En tout cas, ils ne joueront pas cette carte-là, contrairement aux Chinois. Alors, contrairement aux Chinois, et puis à l'Europe. L'Europe a poursuivi à la fois avec le règlement MiCA, qui encadre en fait les actifs numériques privés, d'accord, et un projet de règlement euro, et qui correspond à un projet aujourd'hui qui est développé par la Banque Centrale Européenne, d'avoir un euro numérique, qui est la monnaie numérique de Banque Centrale. Et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, avec l'executive order de Donald Trump, cette voie-là est fermée à la Fed. Et donc les conséquences, c'est quoi? C'est que on reste sur du dollar classique, qui ne sera, lui, pas forcément effectivement émis sous une forme numérique dans la blockchain. Ça peut être en revanche dans la forme numérique classique que l'on connaît. Mais politiquement, ils ne pourront pas maîtriser les stablecoins? Politiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le département du Trésor américain qui contrôle l'émission de stablecoin en réalité aux États-Unis. Donc, il y a une maîtrise. En fait, on a une double souveraineté, à la fois la maîtrise du dollar, traditionnel par la Banque centrale, et puis ensuite, effectivement, toute cette monnaie privée, qu'elle soit d'ailleurs adossée à du dollar ou à d'autres monnaies. Dès lors qu'elles sont commercialisées aux États-Unis, il y a obligation de se soumettre au Genius Act et donc d'être soumis à la supervision des autorités américaines. Je voudrais maintenant qu'on écoute les Européens, et notamment par la voix de Valdis Dombrovskis, qui est le commissaire européen à l'économie, qui intervenait en septembre 2025 pour nous parler, en effet, de la nécessité d'accélérer un peu la numérisation de l'euro. On l'écoute. Passons maintenant à l'euro numérique. Bien que nous ayons constaté des progrès lents mais réguliers au cours des 2 dernières années, il est désormais urgent de parvenir à un accord politique et de régler les questions en suspens. Allez, il est urgent, dit-on, en Europe. Bon, l'Europe a son propre règlement, le règlement MiCA, qui est sur l'ensemble des crypto-actifs. Est-ce que MiCA, ce règlement, est dépassé par Genius Act? Alors, Genius Act, c'est quand même beaucoup inspiré de MiCA. On va trouver beaucoup de similarités. MiCA va effectivement plus loin, comme vous le disiez, puisque ce n'est pas que l'émission des stablecoins et leur échange sur les plateformes qui est encadré.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que Genius Act a été mis en place extrêmement rapidement. Quand on parle de MiCA, on parle d'un process qui a duré de septembre 2020 à sa mise en place en tout début d'année, même 2025, début 2025, là où le Genius Act a pris que quelques mois. Mais derrière ça, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est l'intention. Et c'est pour ça que c'est un peu frustrant d'entendre parler d'urgence, parce que si on était vraiment dans l'urgence de pallier à cette hégémonie du dollar qui est déjà installée, en fait, on ferait comme les États-Unis qui ont une approche extrêmement pragmatique, de voir qu'ils ont un écosystème de stablecoin privé dollar très puissant et qui vont le promouvoir. En Europe, ça fait des années qu'on a des projets de stablecoin euro qui veulent se développer, qui sont portés pas forcément par des banques, mais par des nouveaux acteurs et qui n'ont pas du tout été encouragés. Et au contraire, l'approche du règlement MiCA européen, c'était plutôt de freiner ce développement de stablecoin euro pour, à côté, promouvoir l'euro numérique. Mais s'il y a urgence, l'euro numérique, c'est pareil. Ça fait des années qu'on en parle. Il sera mis en place, s'il est mis en place dans des années, alors qu'on avait ces stablecoins euros. Il fallait juste encourager. Choisir, c'est renoncer. Donc là, on a l'impression que l'Europe ne choisit pas. Non, justement, on ne choisit pas, exactement. D'une certaine façon, on ne ferme pas la porte aux stablecoins. Non, parce qu'il y a un certain nombre de banques européennes qui ont lancé... Et MiCA le permet, mais les conditions, en fait, pour les émettre sont tellement contraignantes, en réalité, que finalement, les initiatives sont quand même assez freinées, comme le dit Faustine, c'est très clair. Et ça, pour favoriser, en fait, c'est le en même temps, d'une certaine façon, européen, de dire, et en même temps, on fait notre euro numérique, mais personne n'est d'accord, même au sein de l'Union européenne, pour savoir si on veut développer un euro numérique pour les gens, pour vous et moi. Oui. Donc B2C, la monnaie des clients de tout le monde, la monnaie de détail, et la monnaie de gros, c'est la monnaie de gros pour les institutions financières, pour les marchés financiers. On n'est même pas d'accord là-dessus. Alors que là, effectivement, je dirais, sur l'euro numérique, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir quelle est l'utilité d'un euro numérique. Quand vous pouvez payer avec votre téléphone, je dirais avec un virement instantané, quelle est la différence entre la monnaie scripturale, la monnaie qui est dans les comptes bancaires, que vous faites mouvementer par des virements, de façon immédiate, et un euro numérique qui va être tenu dans un wallet dans le téléphone et qui aboutit au même résultat. Donc, dans l'esprit des gens, je pense qu'il y a une difficulté à comprendre quel est l'intérêt de cette monnaie numérique. Aujourd'hui, le stablecoin, c'est 250 milliards de dollars. On annonce en 2030 la capitalisation 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'Europe va passer à côté de... Ça veut dire que le nouveau système financier qui est en train de se bâtir, grâce à ces nouvelles technologies, les blockchains, les cryptos, va encore être fondé sur le dollar. Et c'est-à-dire que le dollar va rester la monnaie, l'actif de règlement puissant de ce nouveau système financier. C'est ce qu'on est effectivement en train de rater. C'était l'opportunité de reprendre la main. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a eu un en même temps. Il y a vraiment eu l'intention de ne pas promouvoir les stablecoins. Parce que si l'Europe avait un temps soit peu regardé qui était moteur pour développer des stablecoins euros, il se serait bien rendu compte de l'état du marché, à savoir plutôt des jeunes acteurs, pas forcément les acteurs traditionnels, banque, finance qu'on connaît, mais au contraire des nouveaux entrants qui avaient compris l'importance d'avoir des stablecoins euros et qui voulaient les déplacer. Sauf que MiCA, comme l'a dit Frédéric, c'est des règles, c'est des exigences qui sont extrêmement lourdes, et c'est d'ailleurs la première des exigences, c'est d'être un établissement de crédit ou d'être un établissement de monnaie électronique. Donc c'était fermer la porte à tous ces nouveaux acteurs, alors même qu'on n'avait aucune velléité franchement annoncée, même si depuis ça a un peu changé, que des banques émettent des stablecoins. Donc je pense que l'euro numérique a toujours été l'objet de long terme. Je pense que ce qui est intéressant de ce que dit Faustine, c'est qu'on voit bien évidemment la dichotomie qu'il y a avec les États-Unis, où les États-Unis permettent à des non-banques finalement d'émettre du stablecoin. Alors qu'en Europe, le MiCA prévoit deux types de stablecoins. Il y a les stablecoins vraiment adossés à une monnaie officielle. Ceux-là, ce sont des jetons de monnaie électronique, au sens technique du terme, et ils ne peuvent être émis que par les établissements de crédit ou des établissements de monnaie électronique, c'est-à-dire la version à peine allégée d'un établissement de crédit. D'accord. Voilà, c'est ça la différence essentielle. Les autres stablecoins qui sont les jetons adossés à des actifs de référence, ceux-là ne reposent pas nécessairement sur une monnaie officielle. Ça peut être sur un panier d'actifs ou d'autres actifs qui peuvent être eux-mêmes virtuels. Donc on est sur une notion de stablecoin qui est beaucoup plus large qu'aux États-Unis. Celle-ci, alors ça, les non-banques peuvent les émettre, mais
Ils ne peuvent pas s'adosser, ça ne peut pas être un stablecoin dollar, stablecoin euro. Dernière question-réponse rapide, Faustine Fleuret. Est-ce que depuis le lancement de Genius Act, l'Europe a répondu, a réagi ou pas? Alors, les principales réactions portent à accélérer encore plus le développement de l'euro numérique de la BCE. D'accord. Donc, clairement, c'est pas pour être très optimiste sur la suite. D'accord. Merci. C'est l'heure de notre rubrique Dans le radar. Un livre, une étude, une enquête qui nous a interpellés cette semaine. Aujourd'hui, un livre, celui de Nicolas Moinet, professeur des universités à Poitiers. Il réédite L'école des nouveaux espions, publié chez Valeurs Ajoutées Éditions. Bonjour Nicolas Moinet. Bonjour Ali. Bonjour. Alors ça, ce livre, il date de 2018. Pourquoi vous avez choisi de le rééditer aujourd'hui dans le contexte international ? D'abord parce qu'il était épuisé, évidemment, mais on aurait pu s'arrêter là. Mais finalement, c'était l'idée d'une deuxième dose de vaccin, d'un rappel, parce que ce qui se cache derrière ce livre, c'est une mutation, une véritable révolution culturelle en France sur le renseignement, à travers notamment l'intelligence économique, mais pas que. Et une mutation culturelle, ça prend du temps. Il faut au moins une génération, si ce n'est pas plus, et donc il était nécessaire de continuer à témoigner, à œuvrer à mon niveau pour que se poursuive cette mutation culturelle. Alors, ce livre, c'est vos 30 années d'expérience, ces 30 dernières années dans l'intelligence économique, donc la recherche du renseignement économique en source ouverte essentiellement. Est-ce que ce dossier a avancé en France ou plus globalement en Europe? Est-ce qu'on prend vraiment en considération aujourd'hui l'intelligence économique? Alors, vous savez, la France et l'Europe, c'est un peu les montagnes russes. Donc, ça monte, ça descend. Des fois, ça descend un peu plus bas que c'est monté, d'ailleurs. Et donc, oui, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. Et puis, comme toujours, les gens partent. Les personnalités, quand elles ne sont plus là, font que les systèmes, en fait, périclitent. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment une production de professionnels très importants, plusieurs dizaines de milliers en France, mais on monte toujours finalement d'un état-major, si vous voulez, dans la guerre économique et d'une pérennisation des systèmes. Donc il faut en permanence remettre l'ouvrage sur le métier. Voilà, et c'est pour ça que ce livre espère apporter sa pierre à l'édifice, parce que rien n'est jamais acquis. Nicolas Moinet, vous avez été à l'origine de la révélation d'une affaire qui a été célèbre, c'est l'affaire J'aime Plus, la tentative américaine de récupérer la fameuse technologie sur les cartes à puces. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, l'un des principaux chantiers, des champs de bataille de la guerre économique, c'est sur les puces électroniques, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que là encore, on a loupé un train, on a perdu quelque chose? Oui, donc effectivement, J'aime Plus, en deux mots d'abord, c'était la captation par les États-Unis, notamment par un fonds d'investissement et une structure très liée à la CIA, du champion mondial de la carte à puce, qui était français, parce que c'est une invention française. Ça a été un moment important et ça a beaucoup joué, notamment dans le rapport Carayon et ensuite tout le dispositif qui a été mis en place. Et en fait, on voit aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le semi-conducteur, c'est l'or noir du XXIe siècle. Les Américains ne s'y sont pas trompés. En 2022, le principal ouvrage aux États-Unis, celui qui avait eu tous les prix des affaires, c'était Cheap War, guerre des semi-conducteurs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, on se retrouve face toujours à ce problème culturel qui est qu'on confond la protection et la sécurité. La protection, c'est défensif, c'est réactif. On va empêcher ou limiter l'investissement étranger. Mais la sécurité, c'est beaucoup plus ça, c'est beaucoup plus proactif. Et là, on a un problème, notamment un problème financier, c'est-à-dire que les entreprises se créent, pour certaines en Europe, c'est ailleurs, et puis les Américains les rachètent, ou d'autres pays, parce qu'ils ont les moyens financiers de les racheter. Et là, on a un vrai souci de financement de l'innovation et de passage, en fait, de Startup Nation à une nation qui fait une puissance économique importante.
Vous avez cité, Nicolas Moinet, les fameux rapports. D'abord celui de mars 1994 qui crée le concept d'intelligence économique en France. Puis après les rapports Carayon, le député qui s'est penché sur ces questions-là. Il y a un dernier rapport d'un député qui s'appelle Christophe Plassard qui est sorti récemment. Vous trouvez évidemment qu'il a toutes ces vertus de mettre en avant la problématique de l'intelligence économique, mais vous regrettez qu'il soit trop focus sur l'industrie de défense. Oui, alors c'est quand même une avancée, hein, on ne va pas s'en cacher, ça a été quand même un plaisir de voir qu'enfin le concept de guerre économique était repris par un rapport parlementaire, donc ça c'était tout à fait positif. Par contre, effectivement, la limite, voilà, mais c'est pas négatif, simplement qu'il faudra dépasser ça. La limite de ce rapport, c'est qu'effectivement, il se concentre sur la base industrielle technologique de défense, qui est essentielle, bien sûr, aujourd'hui, mais le problème n'est pas que là. D'abord parce que les technologies sont duales, d'une part, et puis aussi parce que c'est toute l'économie qui a besoin, en fait, de comprendre que la guerre économique existe et qu'il faut s'armer beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui dans cette guerre économique. Protéger, sécuriser, mais aussi être un peu plus offensif. Sinon, on ne cessera de s'appauvrir, comme le montrent tous les indicateurs aujourd'hui. Votre dernière question rapide, votre bouquin parle des nouveaux espions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les services de renseignement français et européens s'intéressent à ces questions ? Oui, là, de ce point de vue-là, il est très clair qu'il y a eu une vraie avancée du côté du renseignement, en tout cas français, européen, c'est plus complexe, hein, ne serait-ce que parce que les pays européens n'ont pas les mêmes intérêts économiques et stratégiques, n'ont pas nécessairement en cas. Mais de ce point de vue-là, oui. Mais attention, le renseignement est l'affaire de tous, et notamment le renseignement économique. Et les services de renseignement ne peuvent pas tout. Merci beaucoup, Nicolas Moinet, pour vos réponses. Merci beaucoup à tous les deux également pour vos réponses concernant le stablecoin. Aux avant-postes, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.